La gestion gouvernementale d'une crise en santé-environnement ne diffère pas notablement de la gestion gouvernementale de toute crise majeure qui repose en fait sur une organisation qui est établie à l'avance et qui permet au gouvernement de réagir le plus rapidement et le plus efficacement possible. Cette organisation, elle est fondée d'abord sur des responsabilités et des missions qui sont clairement définies. Elle s'appuie également sur des centres de veille et des centres opérationnels permanents et des circuits d'information et des chaînes d'alerte. La première réponse à la crise, elle est généralement locale et elle repose sur le maire et sur le préfet de département. Puis, lorsque la crise s'étend géographiquement notamment, ça va être le préfet de la zone de défense et de sécurité qui va venir en soutien et en renfort, voire en coordination des préfets des départements qui sont touchés et qui va assurer le rôle de relais par rapport à l'échelon central. Cette crise qu'on appelle locale au départ, elle peut devenir une crise majeure, en fait, lorsqu'elle va affecter plusieurs secteurs ministériels et qu'elle va imposer en conséquence une réponse globale de l'État. À ce moment-là, en fait, sur proposition notamment du ministre qui est responsable du secteur dans lequel se développe la crise ou alors du SGDSN, le Premier ministre va activer l'organisation gouvernementale de réponse aux crises et puis il va désigner également le ministre qui va être chargé en son nom d'assurer cette coordination opérationnelle. Alors en général, c'est le ministre de l'Intérieur lorsque la crise a lieu sur le territoire national, ou ça peut être le ministre également des Affaires étrangères si les crises ont lieu en dehors du territoire national. Quelle que soit la configuration, la direction politique et stratégique des crises majeures reste assurée par le Premier ministre, en lien bien évidemment avec le président de la République. Le Premier ministre peut également décider de conserver à son niveau tout ou partie de la conduite opérationnelle, en liaison également avec le président de la République. Mais pour exercer sa responsabilité dans la direction de la crise, quand bien même il conserve une partie de la conduite opérationnelle, il va s'appuyer sur ce que l'on appelle la cellule interministérielle de crise qui constitue finalement le dispositif du gouvernement pour gérer la crise. La réponse de l'État finalement à une crise, qu'elle soit locale mais a fortiori majeure, est une réponse qui est planifiée. Et cette planification, elle permet d'assurer la continuité de l'État et les fonctions essentielles de la nation, mais aussi de préparer l'ensemble des populations qui sont potentiellement concernées par cette situation. Donc en fait, le plan, ça va être avant tout un outil d'aide à la décision en cas de crise et qui va permettre d'analyser en amont d'une situation le risque ou la menace à laquelle on a à faire face et qui vise finalement à répondre à la question à quoi est-ce que l'on a à faire face. Ensuite, ce plan va proposer des stratégies de réponse, y compris sur l'aspect communication dont on sait bien aujourd'hui qu'elle est primordiale en gestion de crise. L'idée étant, face à cette menace, comment et sur quoi je peux agir. Et finalement, l'objectif derrière, ça va être de fournir pour l'ensemble de nos décideurs un guide d'aide à la décision, justement, avec des fiches mesures très opérationnelles, en tout cas le plus possible, pour l'aider à objectiver la situation et prendre là où les décisions qui s'imposent. Et finalement, la planification, vous le voyez, repose sur des principes à la fois stratégiques et organisationnels, avec des stratégies de réponse qui sont définies au niveau gouvernemental dans des plans que l'on appelle des plans nationaux ou des plans gouvernementaux. Donc en l'espèce, concernant le sujet de la santé environnementale, à titre d'exemple, et ça n'est pas exhaustif, loin de là, je vous ai cité le plan de gestion d'un accident nucléaire radiologique majeur, ou le plan national de gestion des vagues de chaleur, ou encore le dispositif national de gestion des pics de pollution atmosphérique, par exemple. Ensuite, ces stratégies de réponse, elles vont s'incarner dans les territoires via des plans territoriaux qui vont constituer finalement la déclinaison locale intersectorielle des plans gouvernementaux et elles se traduiront également de façon opérationnelle
par les plans mis en œuvre par les opérateurs, puisque finalement c'est la responsabilité des opérateurs en bas de la chaîne, si je puis dire, de planifier également dans leurs propres organisations et de traduire dans leurs organisations les principes stratégiques et organisationnels qui seront définis en amont par le gouvernement. Finalement, le processus de préparation et de planification à la gestion d'une crise, il est globalement toujours le même, qu'on soit sur un sujet de santé environnementale ou pas, et il suit différentes étapes qui vont débuter, comme je vous le disais tout à l'heure, par l'évaluation de la menace d'une part, et de son impact, alors en l'occurrence en ce qui concerne le ministère de la Santé, sur les populations notamment. La deuxième phase de réflexion, ça va être l'élaboration justement des stratégies de réponse pour faire face à cette menace, basées sur les capacités de réponse dont on dispose à l'instant T et potentiellement sur celles qu'il va falloir développer si on veut atteindre de nouveaux objectifs pour protéger nos populations. C'est cela que l'on va traduire dans la planification. Et cette planification, bien évidemment, elle n'a pas vocation à rester dans un coin sans être utilisée, mais elle va être régulièrement testée via des exercices qui vont se dérouler soit à l'échelon local, soit à des échelles plus nationales, et dont l'idée va être de tester les dispositions que l'on a prévues dans la planification pour voir si elles sont opérationnelles et robustes, hein, et le cas échéant pouvoir améliorer et réévaluer nos outils de planification si cela est nécessaire. Et finalement, vous entrez dans un cercle d'amélioration continue finalement de nos dispositifs de préparation. Alors j'ai choisi de vous illustrer ces concepts au travers d'un plan que le ministère de la Santé a actualisé cette année, qui est le plan national de gestion sanitaire des vagues de chaleur. Et c'est quelque chose de très récent puisque, je vous le disais, c'est quelque chose que l'on a fait cette année. Parce que face finalement à la plus grande occurrence des vagues de chaleur, hein, on l'a vu dans les années 2019 et 2020, où nous avons été confrontés pour la première fois en France métropolitaine au déclenchement de la vigilance météorologique rouge canicule par Météo France. Nous avons effectivement un contexte dans lequel nous avons à la fois une plus grande occurrence de vagues de chaleur et puis un risque accru de survenue de canicules extrêmes qui font que finalement le nombre de pathologies liées à l'exposition à la chaleur ou le nombre de recours aux soins, voire dans le cas le plus extrême, le nombre de décès prématurés en lien avec une exposition à la chaleur sont susceptibles d'augmenter de façon assez notable. Et du coup, face à ces constats, l'enjeu pour nous a été finalement de retravailler le plan national canicule que vous connaissez tous, qui a été élaboré suite à la première canicule de 2003 en 2004. Et en 2021, sur la base des enseignements que nous avons tirés des années précédentes et des expériences que nous avons collectivement acquises, nous avons décidé d'améliorer et de consolider notre dispositif de préparation et de réponse, et ce de plusieurs façons finalement. En renforçant d'une part la gouvernance locale qui est exercée par les préfets en gestion de crise, ce sont dans leurs prérogatives, et nous avons pour cela mis à disposition des préfets un guide d'aide pour qu'ils puissent élaborer une disposition spécifique Orsec gestion sanitaire des vagues de chaleur. On a également renforcé le rôle des collectivités territoriales en intégrant finalement la gestion des vagues de chaleur dans le plan communal de sauvegarde, et pour les aider à faire cela en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, nous avons élaboré un guide pour aider les collectivités territoriales. Nous avons également développé des outils d'aide à la décision pour les décideurs locaux, pour les aider
à prendre les décisions qui pourraient s'imposer, notamment en termes de restriction d'activité si la situation le nécessitait. Et finalement, nous avons également adapté le dispositif national qui va venir en renfort des actions locales mises en place par les préfets et les collectivités territoriales ainsi que l'ensemble des acteurs territoriaux concernés. Ce dispositif national va venir en renfort lorsque la situation va le nécessiter et ça va essentiellement se produire pour les niveaux de vigilance météorologique orange ou rouge qui vont à ce moment-là entraîner l'activation du centre de crise sanitaire au niveau du ministère de la Santé, voire de la cellule interministérielle de crise, si d'autres impacts en dehors du secteur sanitaire sont mesurés, notamment sur la continuité de l'activité économique du pays. Et puis le dernier point de notre actualisation de ce dispositif de préparation en santé environnementale, ça a été le développement de nouveaux outils de prévention à destination des populations, notamment les populations non francophones, puisque nous avons l'été beaucoup de populations étrangères qui viennent notamment faire du tourisme en France, et il était important que ces populations puissent également s'approprier les outils de prévention. Et donc, on a développé des outils pour pouvoir voilà, toucher ces populations et les sensibiliser à ces risques environnementaux. Puisque aujourd'hui, je pense que la prévention, au-delà de la préparation, voire de la gestion de la crise quand elle se présente, la prévention reste un aspect encore à développer, à consolider dans nos sociétés. Et sur ces éléments-là, je cède la parole à ma collègue Madame Bocquet qui pourra développer ses propos. Je vais maintenant prolonger la présentation de Delphine Coll en abordant la question que vous voyez à l'écran. Comment prévenir les situations de crise en santé-environnement? Comment en sortir plus rapidement? On a vu effectivement précédemment que les dispositifs et actions qui encadrent la gestion d'une crise mobilisent des processus très organisés qui fixent un cadre commun aux acteurs et que dans ce cadre, la coordination est très importante. Nous allons voir maintenant que la coordination est aussi essentielle en temps de paix, en dehors de la crise, et qu'elle doit mobiliser l'ensemble des acteurs, les acteurs publics, les acteurs privés, les experts, la société civile, à la fois dans un objectif de prévention, mais aussi pour accroître la vigilance collective et finalement développer au sein de la société la culture de la santé-environnement. Et on va voir qu'il y a un point très important, un point de départ qui est de tenir compte de la perception des acteurs sur les questions de risque en matière de santé-environnement. Alors, sur ce volet-là, d'abord, on a les sociologues qui nous démontrent que nous avons des biais cognitifs universels, communs donc à tout le monde, et notamment ce qu'on appelle l'aversion pour les risques collectifs subis. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas le risque de la même manière si on a un risque individuel choisi. Par exemple, on peut citer le risque d'avoir un accident de voiture en prenant sa voiture. On n'a pas cette même relation au risque que lorsque c'est un risque collectif subi, par exemple le risque d'être exposé à la pollution de l'air et les conséquences en matière de pathologie respiratoire. Par ailleurs, il y a souvent une confusion entre le danger et le risque. Et aujourd'hui, on est dans une société qui a de plus en plus une aversion pour le danger, au-delà du risque. Avec aussi ce volet de tenir compte des effets immédiats ou des effets aussi qui peuvent s'exprimer dans le temps et les expositions répétées à des faibles doses qui renforcent en fait cette aversion pour le risque et cette perception très particulière. Il y a également une sensibilité par rapport à des sujets émergents comme les perturbateurs endocriniens, les nanomatériaux, les questions liées aux effets cocktails, la gestion de l'incertitude scientifique aussi, qui ne facilite pas cette perception des risques, le rapport à l'approche probabiliste, qui n'est pas du tout ancré dans notre société, alors que ça peut l'être dans d'autres sociétés. Par exemple, les Américains c'est une population qui a beaucoup plus l'habitude de manipuler les probabilités, et alors que nous, assez peu. Or, sur le risque, c'est vrai que c'est assez essentiel pour pouvoir mieux gérer l'incertitude scientifique. Et puis enfin, il faut tenir compte d'un contexte sociétal un peu particulier, avec beaucoup de débats publics sur les sujets en santé-environnement, une certaine cacophonie, en fait, parce qu'il y a beaucoup de discours, des discours politiques, scientifiques, des discours portés par des leaders d'opinion, qui fait que finalement, le citoyen s'y retrouve un petit peu difficilement. Et il faut vraiment tenir compte de tout cela quand on va gérer une crise,
parce qu'il faut tenir de ce point de départ, en fait, de cette perception des risques, notamment parce qu'au-delà de l'évaluation et de la gestion en matière de risque, il y a tout un volet qui porte sur la communication. Alors, en matière de santé-environnement, c'est au-delà de cette perception du risque, il faut aussi intégrer la notion de contexte pour gérer ces crises. Et l'idée, c'est finalement de construire la confiance pendant le temps de paix, lorsqu'on est en dehors d'une crise, à travers la prévention. Et ce n'est pas si évident que cela, en fait, la notion de temps de paix, parce que si vous prenez par exemple des sujets comme le chlordécone dans les Antilles, où c'était en fait un accident ou un incident qui est lié à l'usage d'un pesticide utilisé massivement en Guadeloupe et en Martinique entre les années 70 et 90 pour lutter contre les nuisibles du bananier. Il s'est avéré que c'était une molécule qui est très toxique, qui est très persistante dans les milieux. Et malgré les actions publiques qui ont été mises en place avec des plans chlordécone successifs, on a une situation aujourd'hui, donc plusieurs dizaines d'années plus tard, on pourrait se dire qu'on est en temps de paix, et en fait, on n'est pas du tout en temps de paix. C'est très compliqué et ça dépasse même la question du chlordécone, puisqu'on a vu que dans le contexte de la crise Covid, la population était très réticente par rapport à la vaccination parce qu'on avait une véritable crise de confiance. Donc, la question de la perception des risques après une crise, en post-accident, en post-crise, est aussi importante. Et le temps de paix n'est pas si évident que ça à identifier. Et pour autant, le temps de paix, il est très précieux parce qu'il va nous permettre de construire la confiance. Alors, les attentes en matière de santé-environnement sont par ailleurs très importantes. Donc là, vous avez en fait des chiffres clés qui illustrent l'impact de la santé-environnement sur la population en général. Ce sont les chiffres de l'OMS, où 23% des décès sont liés à des facteurs environnementaux, 25% des maladies chroniques également. Ça, c'est pour les maladies chroniques d'origine environnementale non infectieuse. Mais on a aussi des chiffres qui sont importants sur les maladies infectieuses qui émergent liées à des zoonoses. Donc, les zoonoses, ce sont des maladies qui sont d'origine animale. Et donc, 75% des maladies émergentes sont des zoonoses. Et donc là, on a l'illustration de la santé-environnement, parce que la santé-environnement, ce sont des domaines qui sont extrêmement étroitement liés. Lorsqu'on a une dégradation en fait des milieux, l'eau, l'air, le sol et les écosystèmes associés, eh bien, on a la dégradation des liens avec la santé humaine, avec des dommages qui sont importants, avec ces chiffres clés que vous voyez là. Et ce sont par ailleurs des préoccupations sociétales fortes. On a régulièrement des sondages. Là, vous avez les résultats d'un sondage baromètre IRSN 2019 qui montre qu'un Français sur trois est très préoccupé par la santé-environnement. Les parlementaires se sont saisis de ces questions-là. Fin 2020, on a eu une commission d'enquête parlementaire, on a eu une mission d'information au Sénat en début 2021. Un rapport des inspecteurs généraux, toutes ces sources d'informations montrent que ces préoccupations sociétales sont en progression. Pour être à la hauteur des enjeux que nous venons d'exposer, l'État développe une politique de prévention très particulière, une politique en matière de santé-environnement depuis 20 ans, pour prévenir les incidents en matière de santé-environnement par la prévention. C'est ce qu'on appelle le Plan national santé-environnement qui en est à sa 4e édition, avec 2 caractéristiques. C'est un plan chapeau, c'est-à-dire qu'il intervient en lien, en interface avec d'autres plans et dispositifs que vous voyez à l'écran, par exemple la stratégie nationale biodiversité, le plan feuille de route obésité, le programme national nutrition santé. Et par ailleurs, c'est un plan qui développe l'approche une seule santé au sens de l'OIE, de l'OMS et de la FAO. Alors peut-être pour illustrer un peu plus concrètement ce plan national santé-environnement, en fait, on va agir sur des leviers d'action qu'on va retrouver d'ailleurs aussi dans la gestion de crise, même si là, on est en temps de paix. Et l'un des axes importants, c'est l'axe qui touche à l'information, la formation, la sensibilisation de tous les acteurs, le grand public, mais aussi les acteurs professionnels qui sont des relais auprès du grand public, avec l'objectif de pouvoir donner de l'information à chacun. Alors, ça s'appuie sur l'usage des technologies numériques, par exemple, avec des applications, des outils de ce type-là, mais ça peut aussi s'appuyer sur des dispositifs d'étiquetage et puis de formation, formation tout au long de la vie, de la formation initiale jusqu'à la formation professionnelle, pour pouvoir transmettre cette connaissance en matière de santé-environnement, cette notion d'approche par la probabilité des risques, de l'incertitude scientifique, tous ces aspects-là qui vont nous servir après en gestion de crise.
Un deuxième axe qui est dans le plan, qui est un levier d'action autour de la réduction évidemment des expositions environnementales qui peuvent affecter la santé humaine et les écosystèmes. Ça, c'est très important. Si on veut éviter les accidents, il faut éviter les expositions au maximum. Et donc, dans ce plan, on cible quelques cas particuliers, les ondes électromagnétiques, la lumière artificielle, la pollution des sols, les espèces nuisibles, les nanomatériaux, la pollution de l'air intérieur, le bruit, parce que c'est la spécificité de ce plan, mais vous avez vu qu'il est en interaction avec d'autres plans et dispositifs, donc on peut avoir un spectre beaucoup plus large au final. L'axe 3 de ce plan, c'est un axe qui est très important, c'est que pour toucher en fait, la gestion de crise en général, ça se passe dans un territoire donné. Parfois, le territoire, c'est l'échelle nationale, mais c'est souvent à une échelle territoriale. Et donc, c'est important en matière de prévention de pouvoir agir au niveau du territoire en passant notamment par les collectivités. Et donc, il y a tout un volet dans le plan qui prévoit la mobilisation de toutes les échelles de territoire, mais notamment les régions, les départements jusqu'aux communes. Et l'axe 4, enfin, on est plus sur le registre de la connaissance. Donc, il faut toujours améliorer la connaissance des effets des expositions en matière de santé-environnement, à la fois auprès des populations et des écosystèmes pour nourrir en fait la prévention. Et pour terminer, en matière de santé-environnement, donc, voilà, les leviers d'action apparaissent sur cette diapo, c'est-à-dire que la prévention, ça passe par l'information, la formation, la sensibilisation de chacun, soit directement en ayant accès à cette information, soit en passant par des professions relais, notamment les professionnels de santé. Et c'est très important parce qu'on n'a pas tous accès à l'information et qu'en matière de prévention, il faut pouvoir rendre en fait accessible cette prévention au plus grand nombre, y compris aux populations les plus fragiles, de ne pas avoir de discrimination en matière de santé-environnement. Le deuxième levier d'action, c'est donc d'agir sur la réduction des expositions dans notre environnement. Alors, ce n'est pas dans le cadre uniquement d'un plan d'action de l'État, qui est une politique incitative, qu'on va régler tous les problèmes, hein. Il faut bien être conscient qu'il y a tout un levier d'action qui se passe au niveau européen avec des politiques européennes très très fortes pour réduire les expositions. Et je vais vous prendre l'exemple en matière de produits chimiques, de régulation, des autorisations, des restrictions ou des conditions d'usage qui sont réglées au niveau européen. Je citerai par exemple le règlement REACH. Troisième levier d'action, c'est de mobiliser les territoires, donc les EPCI, les collectivités, les services de l'État, et de pouvoir aussi faire le lien avec les citoyens, notamment à travers des dispositifs comme les CESER, les conseils économiques, socio-environnementaux dans les régions. Et puis enfin, le dernier levier, c'est la connaissance, en mobilisant les réseaux et les data centers, les data hubs, comme on dit aussi, et de réussir à croiser les données environnementales et de pouvoir mieux mesurer l'impact que cela a sur la santé à travers les données de santé. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs qui sont potentiellement assez séparés. Et donc là, l'objectif, c'est de bien croiser les deux dans le cadre notamment de ce plan national santé-environnement. Et du coup, en conclusion, on peut dire que toutes ces actions, ça vise à avoir une meilleure prise de conscience de ce qu'est la santé-environnement, l'impact de nos activités humaines sur la production ou sur la consommation que nous avons, de façon à ajuster les comportements de chacun, que ce soit les acteurs économiques, l'État aussi, la société civile, pour rendre notre environnement plus favorable à la santé, à une seule santé, au sens de une seule santé, santé humaine, santé environnementale, santé animale. Et que si on s'approprie bien tout ça, on s'approprie cette culture de la santé-environnement et on sera bien mieux armé pour aborder les situations de crise avec une certaine sérénité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.